D'abord, un document. L'occasion m'en a été donnée par une recherche qui m'avait été demandée par Jacqueline Rousseau du Jardin, et je suis tombé sur je connais pas trop mal, si on peut dire, connaître les cahiers de Valéry. Je suis tombé sur la dernière page des 29 tomes qui font chacun 1000 pages. Bon. Et le dernier, c'est un gribouillis qui n'est plus lisible, et celui-là est encore lisible. Et je vous le lis. C'est très bref, ça fait deux lignes. Mon premier essai psy, fut une idée du fini qui devint un point de vue énergétique entre guillemets. Vous verrez pourquoi j'insiste sur ce mot énergétique. Bon, alors pendant 5 minutes, d'abord, je vous relis le texte qui moi, quand je l'ai lu, m'a véritablement fasciné. C'est la fiche 314 des fiches. Parce que on ne peut pas être plus, plus explicite sur un problème très difficile. Vous le connaissez maintenant, on va toujours trop loin en philo. Bon. Je vous le relis. C'est la 3e fois que je le lis ici, parce qu'un texte important doit être lu beaucoup de fois. Hegel dit qu'un texte de philo doit être lu 2 fois. 2 fois, c'est pas assez. Bon. Ici, nous touchons à un phénomène remarquable et caractéristique des investigations philosophiques. La difficulté, dirais-je, n'est pas de trouver la solution, mais bien de reconnaître comme la solution ce qui semble n'être qu'une première étape vers elle. Nous avons déjà tout dit. La solution, ce n'est pas quelque chose qui découle de là, non, c'est justement là la solution. Une telle attitude est liée, je crois, au fait que nous attendons, à tort, une explication, alors que c'est une description qui est la solution de la difficulté, pour peu que nous lui donnions le rang qui convient dans la hiérarchie de nos considérations, pour peu que nous nous attardions en elle et que nous n'essayions pas d'aller au-delà. S'arrêter, voilà où est la difficulté dans ce cas. Il y a déjà un fameux « il faut s'arrêter » d'Aristote pour ne pas être embarqué dans l'infinité de la régression à l'infini, mais le plus proche, c'est tout de même ce que dit Spinoza, à savoir que la béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. C'est-à-dire qu'on attend que, c'est si important pour la morale ça, on attend que d'avoir été bien sage, on va avoir un bénéfice. On se trompe complètement. C'est d'avoir été sage qui est le bénéfice. Et il n'y en a pas d'autre. Bon. Et ça permet de mieux comprendre ce que Hegel dit quand il dit qu'il faut toujours considérer le résultat. Bon. Très important chez Hegel, le résultat. Bon. Et le résultat, c'est pas comment dirais-je, ce qui résulte d'une addition. C'est l'enrichissement du même en permanence. Et par conséquent, d'une certaine façon, on ne bouge pas, on est déjà dans l'éternité, et en même temps, il y a du mouvement. Alors, ce texte, il devrait être inscrit dans toutes les salles où on enseigne de la philo, parce que c'est un texte exceptionnellement important à mes yeux. Bon, alors, j'ai quelques petits points comme ça à vous suggérer, puis ensuite je vous laisse la parole. Hein? Voilà. Bon, d'abord, mon objectif ici, je le redis, ce n'est pas d'enseigner. Je ne fais pas de cours. Je n'apprends rien. Bon, pas par accident comme ça, une date. Bon, même pas.
ce que je fais, c'est de tenter de vous rendre sensible en vous-même, votre propre intellection. Comment vous ressentez? Vous pouvez la ressentir comme un accroissement de souveraineté. Vous pouvez la ressentir comme un accroissement de puissance. Vous pouvez la ressentir comme de la joie. Vous pouvez la ressentir comme un clivage qui vous brise en deux. Bref, il y a 1000 possibilités d'expérimenter comment s'effectue en nous et comment est ressenti en nous le comprendre. Alors c'est parce que ça ne s'enseigne pas, ça. J'essaie de l'exercer devant vous et, disons, de vous y engager. Bon, à savoir que c'est en vous qu'est ressenti, en chacun de vous, de façon spéciale, le moment où se joue le passage, si passage il y a, je ne sais pas s'il faut dire passage, du rien comprendre à la lumière. Bon. Et puis qui s'obscurcit. Et je vous disais, vous vous rappelez, que l'intellection philosophique n'est pas continue. Il y a des phases où rien du tout. Alors je fais 2-3 petits points comme ça, mais vraiment sérieusement, parce qu'à 9h, il y a le monsieur, l'appariteur, je lui ai demandé d'être un petit peu tolérant, et puis je l'ai acheté. Avec très peu de choses, hein, avec un verre de vin. Bon, alors, dans le fond, le premier signalement de la philo, c'est dans son mouvement hyperbolique. Autrement dit, quand elle passe au-delà de ce qui est, disons, le raisonnable. Je crois que la justice américaine invoque le doute raisonnable, hein, c'est-à-dire le doute au-delà duquel il est insensé de douter. Bon, vous savez bien que le doute hyperbolique de Descartes, c'est de douter alors que précisément il est insensé de douter et qu'il n'y a plus de raison de douter. Bon, alors il a l'énergie, l'imagination et l'énergie de pousser au-delà. Et donc, ça découvre un tout nouveau domaine. Je ne veux pas m'engager dedans, parce que sinon je fais un séminaire. Hein. Bon. Bon. Mais ça ouvre un tout nouveau domaine où on décolle. On décolle et on est dans une espèce d'allégresse et je dirais, de béatitude qui exige une redescente. Et je crois qu'il est indispensable d'associer l'excitation que produit ce moment où on comprend un peu quelque chose à Hegel. Pour ceux qui aiment Hegel, j'ai un souvenir, moi, éblouissant du jour où j'ai un peu moins mal compris la phénoménologie de l'esprit. Bon, et d'abord la préface. Bon, un peu moins mal, hein, je ne dirais pas plus. Bon, mais vraiment il y a un moment de jubilation et d'exaltation où tout le reste n'est rien. C'est rien. Bon, ça, on ne peut pas rester là. Cette excitation doit être tempérée. Et c'est comme ça que je comprends, moi, le traitement que Wittgenstein fait subir à l'exaltation philosophique. Autrement dit, vous êtes là-haut, ben, il faut maintenant, par un exercice tout à fait déterminé, faire redescendre l'excitation dans quelque chose de plus ordinaire. Rien ne m'énerve plus que les spécialistes de Wittgenstein qui me disent « Oh ben oui, il nous débarrasse de la philo ». En faisant qu'il n'y a plus d'excitation, etc. Mais vous imaginez bien que Wittgenstein a été le premier saisi par le vertige faramineux de ce que c'est que la grande intellection. Bon, et puis il a compris que c'était pas tout à fait tenable, et sa philosophie aura été par étapes de trouver des moyens. C'en est un là, de descendre une sorte de décrescendo par rapport à l'excitation qui finit dans une déception. On se dit, diable, c'était que ça la philo.
Alors, il faut être passé par les deux, par l'excitation, je dirais, maximale, hyperbolique, et par la déception qui est non moins réelle et qui peut laisser dans la grande mélancolie. Bon, quand je vous disais une fois que chez Platon, le merveilleux est passé, c'est vrai qu'il est passé, il est passé. Bon, et tout ce que tente de faire Platon, c'est d'essayer de trouver des substituts du merveilleux. Bon, je ne vais pas être très long parce que je sens que je m'en vais encore. Bon, alors, cette excitation dont je vous parle, elle concerne ce que j'appelle l'autre côté de l'entendement. Autrement dit, vous connaissez ce côté-ci, nous connaissons ce côté-ci. L'autre côté, nous ne le connaissons pas. Et nous n'irons pas non plus. Mais nous aurons des indications si nous savons nous y prendre, parce que l'autre côté de l'entendement nous fait des avances, comme en amour. Il nous fait des avances. Si nous savons les saisir, eh bien, ce sont ce que j'appelle, en une langue moins amoureuse, des indications. Autrement dit, vous avez une indication qu'il y a votre entendement, qui est naturel, comme on dit, et puis l'autre côté de l'entendement, il y a de l'autre côté, mais on n'y va jamais de l'autre côté. Hein, on n'y va jamais de l'autre côté. Hein, bon. Alors, ça, bon. Et donc, mais, le travail qui consiste à essayer de capter les indications de cet autre côté de l'entendement produisent une métamorphose de l'entendement ici, le nôtre. Ce qui fait que quand il est aux prises, l'entendement, avec des choses bizarres, et Dieu sait si j'en ai proposé au cours des dernières années des choses bizarres, quand je vous disais du bon usage des chimères en philosophie. Mais tout est chimère en philosophie, tout est chimère, Dieu est chimère, tout est chimère. Vous mettez un doigt dedans, ça se crève. Bon, c'est chimère, hein. Bon, ce sont des choses, ou des baudruches, hein, ou des, comme vous voudrez, bon, des ballons, bon. Alors, autrement dit, ce que je voudrais, comme ça, bien faire comprendre, c'est que la métamorphose de l'entendement, elle ne viendra pas après des opérations. Ce serait se tromper par rapport au texte que j'ai lu tout à l'heure. La métamorphose ne viendra pas une fois que vous aurez fait ceci des exercices, quoi. Hein. Pas du tout. La métamorphose, elle est en cours. Elle est en cours de cours quand vous êtes en train d'effectuer la tentative de comprendre autrement. Autrement dit, vous changez votre entendement en essayant de comprendre autrement. C'est-à-dire de comprendre ce que vous ne comprenez pas. C'est pas que vous allez réduire ce que vous ne comprenez pas, ce que vous allez comprendre, c'est que c'est votre entendement qui est en train de changer. Et pour moi, je trouve ça formidable. Seulement, cette métamorphose est insensible. Vous ne la sentez pas. C'est pour ça qu'on ne se sait pas philosophe. On ne se sait pas philosophe. Mais on l'exerce. On l'exerce. Qui n'exerce pas, ce verre est pour moi. Bon, merci. Moi, je ne crache pas sur un peu de champagne. À votre santé. Et merci. Alors, j'insiste énormément. Je suis philosophe est la phrase académique la plus classique. Je suis philosophe, c'est-à-dire que je me range dans telle catégorie du CNU. Hein. Le CNU, vous connaissez ça. C'est l'organisme qui fait le tri pour les futurs profs ou pas profs, etc. Là, on est dit philosophe. Mais ça ne se sent pas qu'on est philosophe si on ne fait rien. Ça ne se sent pas. Et on n'est pas différent. Ça ne se sent que si on tente d'effectuer en soi la métamorphose qui est requise par le fait que l'autre côté de l'entendement, ce qui n'est pas pour vous, vous fait des signes quand même. Il y a du qui n'est pas pour vous. Bon. Et je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas de tout ça, moi. Tout ça. Il y a du pas pour nous.
quand on est un peu hegelien, on sait qu'il y a le pour nous, hein, même pas tellement hegelien, des Aristote, il y a le pour nous. Bon, mais il y a ce qui n'est pas pour nous. Et ce qui n'est pas pour nous nous fait des signes. Et ces signes, si on sait les saisir au passage, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Bon. Et donc, une métamorphose de l'opérativité. C'est-à-dire que, métamorphose de l'opérativité. L'opérativité classique, quand on opère classiquement, on commence, un commencement, les origines, les débuts, bon, il y a le démarrage, il y a la mise en œuvre d'un matériau, il y a les résistances, il y a les écarts, il y a les bévues, il y a les impasses, etc. Il y a les débuts de réalisation, il y a la réalisation, et puis il y a la survie. On essaie de faire que ce qu'on fait vous survive. Bon. Tout ça, rayé. Autrement dit, je pense que, par exemple, tout investissement sur les questions de l'origine, c'est une espèce de gouffre hyperbolique chimérique. Autrement dit, on est appelé par une chimère très forte, très très forte, qui a été forte et qui vous engloutit. Alors, elle fabrique un objet philosophique, qui est vraiment un objet philosophique, les principes, pour arrêter la descente vers l'origine. Il faut bien l'arrêter, elle est abyssale, la descente vers l'origine. Donc, Aristote dit, arrêtons. C'est un calme, hein, c'est un tempérament, c'est un calme. Arrêtons, on a des principes, ils sont suffisamment stables, bébaillos, ils sont assez solides, on les tiendra pour des principes. Bon, mais ça c'est boucher le trou, hein, c'est tout. Mais alors, de la même façon, je ne veux pas détailler, je n'ai pas le temps, hein, de la même façon, je crois que nous ne faisons pas confiance à ce que un tracé déviant dans l'opérativité promet. Moi, en tout cas dans la pensée, toute déviation, si vous savez la poursuivre avec assez, disons, d'endurance, est prometteuse. Elle promet, et des résultats, je ne sais pas si c'est des résultats, mais il n'y a pas de temps gâché dans la pensée, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a pas de truc dire oh, j'aurais pu éviter ce détour, j'ai perdu mon temps. Si on a vraiment effectué une opération de pensée, on n'a jamais perdu son temps, on n'a jamais. Bon, idem, si vous voulez, on n'a pas besoin de garantie. Bon, il y a des gens qui ont peur, que ce ne soit pas vrai. Et Hegel dit, dans le fond, ils ont peur du vrai. Vous vous rappelez pour bon, ils ont peur du vrai, et par conséquent, quand ils voient que le vrai aurait l'air de faire signe, ils préfèrent se dire, c'est peut-être pas ça le vrai. Bon, ils ont peur du vrai. Bon, alors, métamorphose donc de l'opérativité, qui doit avoir connu cette opérativité, la séduction redoutable de l'hyperbole, qui n'a pas senti en soi monter, je dirais, l'indifférence radicale aux interdits de pensée, l'indifférence radicale à la contradiction, l'indifférence radicale à la solitude, l'indifférence radicale à la quasi-folie, en disant oui, il est fou lui. Bon, l'indifférence radicale, celui qui ose tout ça, il faut oser, hein, il faut oser. Celui qui a osé, bien ma foi, touche l'hyperbole. Et toucher est un mot qui m'importe parce que c'est un mot platonicien. Le vrai thème que j'avais en tête cette année, c'était l'irréductible. Je l'ai raté. C'est-à-dire que nécessairement, comme disait De Santi, les bonnes rencontres sont asymétriques. J'ai fait ça, il a fait ça. Donc on a fait comme ça. Bon. Mais, il y a eu des interférences, et j'ai compris des choses sur l'irréductible. Je ne peux pas les dire aujourd'hui. Mais, je dis un mot. Rien n'est réductible. Bon, la musique n'est pas réductible à Bach. C'est évident ça. Et pas plus que Bach n'est réductible à la musique. Rien n'est réductible.
Bon, et que donc, il y a tout le temps de l'irréductible. Bon, mais il est très difficile à cerner peut-être qu'une future année. Bon, alors, qui n'a pas connu la séduction de l'hyperbole, c'est-à-dire ce que Nietzsche appelle l'ivresse, hein. Il ne faut pas se tromper. Nietzsche, c'est un hyperbolique faramineux. J'ai une passion et une tendresse pour Nietzsche, alors qu'il est emmerdant des fois, parce qu'il dit moi qui suis si génial. Mais toutes les trois lignes, moi qui ai l'avantage de comprendre mieux, moi qui suis à part, moi qui suis un élu de l'entendement, etc. Bon, et là. Bon, mais tout ça, il y a du vrai dans tout ça. S'il y a du vrai, bon, c'est un élu de l'entendement. C'est-à-dire, il est illuminé. Bon, alors évidemment, il paie le prix fort. Il paie de la folie, il paie de la solitude, il paie de tout ça, il paie de la santé. Bon, il paie de beaucoup de choses. Mais si on veut rester dans la tempérance, évidemment, elle est indispensable, la tempérance. Nietzsche ne peut finir que comme il finit. Bon, si on voulait poursuivre Nietzsche, il faudrait apporter de la tempérance, c'est-à-dire de la critique. Car la seule façon d'amener de la tempérance à l'hyperbole, c'est la critique. D'où un grand critique de l'hyperbole, vous le connaissez, c'est Kant. Grand critique de l'hyperbole. Tous les objets hyperboliques passent à l'épreuve de est-ce qu'ils ont le droit de revendiquer leur hyperbolicité. Évidemment pas. Bon, et par conséquent, et les néo-kantiens et les post-kantiens seront tous des fils de Kant, évidemment, et le positivisme du XIXe siècle en sera le fruit stérile. Parce qu'il n'y a plus que des faits. Il n'y a plus que des faits. On est au ras des pâquerettes. Évidemment, quand on a critiqué l'objet des trois critiques, il n'y a plus que quand on n'est pas malin. Quand on n'est pas malin, il n'y a plus que les faits. Et c'est pas étonnant que le XIXe siècle ait été un grand siècle où la factualité était importante. Bon, il y a des faits, mais des faits exceptionnels des fois, ou un simple fait quand il est pris dans ce qu'il a d'isolé et d'intense. Car même un fait peut être hyperbolique dans son intensité. Bon, je sais pas moi, une orchidée dans son intensité est hyperbolique de beauté. Bon. Et là, elle est un fait. Elle n'est pas déduite, vous ne pouvez pas la construire à partir d'autre chose, elle est là, bon. Mais elle est hyperbolique. Donc, si tout ce qui nous concerne n'est pas un peu touché par l'hyperbolique, ça n'a pas d'intérêt. Bon, on passe. Bon. Mais l'hyperbolique est très dangereux. Il est happant, il happe comme ça. Bon. Et c'est pour ça qu'il faut des mesures je dirais, mais oui, des mesures de tempérance. Il y a je connais au moins trois grands tempérants, Aristote, Kant et Wittgenstein. Mais tous sont quand même tempérants. Descartes est tempérant, vous savez. C'est quand on lit la correspondance, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus tempérant sur les rapports de la pensée et de la vie. Oh là là, c'est pas aussi coupé que c'est annoncé dans le doctrinal. Bon, j'en ai pour 2 minutes et j'ai fini. Bon, et alors, ce retour au plus tempéré, je dirais, est la source évidemment d'une déception. Mais d'une déception qui n'est pas une dépression. Autrement dit, elle laisse l'énergie. Une déception qui laisse l'énergie, alors que la dépression ne laisse pas l'énergie. Une déception qui laisse l'énergie. Et le merveilleux escompté, il faut faire l'hypothèse qu'elle n'était peut-être qu'une chimère, et que tous les grands objets de la philo n'étaient peut-être, n'ont peut-être été que des chimères. Bon, écoutez, vous voyez, j'ai fait la première page de tout ça. Si je fais ça, vous n'avez pas la parole. Donc là, je m'arrête. Nous avons bu, j'ai amorcé, et je sollicite comme ça vos réactions, quelles qu'elles soient, de quelque forme qu'elles soient,
dans les formes où vous voulez. C'est une idée qui m'est venue de savoir comment ce frayage que j'ai tenté, cette espèce d'effort pour frayer en vous une autre façon de comprendre que celle qui nous permet de marcher dans la rue. Parce qu'il faut comprendre, hein, il faut comprendre qu'il y a feu rouge et feu vert, sinon on ennuie. Bon. Alors voilà, donc je me tais. Il y a une auditrice qui m'a donné un papier, une feuille. Où êtes-vous? Est-ce que vous préférez que je le lise tout seul pour moi? Je sais pas, c'est dithyrambique, donc je n'osais pas prendre la parole et vous le dire. Donc si vous voulez le lire, voilà. Sinon je peux dire un mot. Dites un mot. Ça ne commencera pas, donc je vous remercie beaucoup pour ces séances. Si je m'autorise à faire une comparaison un peu triviale, j'ai l'impression d'être tombée dans la maison d'un aficionado de voitures de sport. Il a ouvert le capot de sa plus belle Jaguar, il m'a montré le moteur et donc, même si vous dites de ne pas vouloir nous apprendre quoi que ce soit, j'ai l'impression que vous m'avez donné peut-être une clé pour pouvoir faire rouler ma petite 2 chevaux. Mais une 2 chevaux, ça peut aller loin. Ah, ça peut. Voilà. Donc je vous remercie vraiment profondément. Vous avez la merveille et la déception, là. Mais la déception va plus loin que la merveille. Parce qu'on voit des jaguars en panne sur le côté, tandis que la 2 chevaux continue. Elle résiste. Et si vous m'autorisez donc un peu à la 206 à faire un décroché, parce que vous allez là, mais moi j'ai envie de vous ramener là-bas. J'aurais une question qui ne touche pas aux séances, mais qui touche plutôt. J'ai écouté la bande quand vous avez été invité par Didier Huberman sur la question de hors-jeu. Oui. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié aussi cette intervention. Mais j'avais une question que j'aurais aimé que vous éclaircissiez, si c'est possible. Et je m'excuse si j'ai mal compris. Si, je me rappelle encore, parce que vous alors, avez... à un moment, vous avez dit dans cette intervention que, en fait, vous ne vouliez pas aller à Birkenau. En tous les cas, vous ne voulez pas aller sur ce terrain qui préoccupe Didier Huberman. Et donc la question ce serait, est-ce que c'est l'homme, Patrice Leraut, qui ne veut pas y aller, et vous aviez dit, parfois on ne va pas à certains endroits, on y est jeté, donc vous ne voulez pas y aller, vous en tant qu'homme, ou est-ce qu'à travers PL, est-ce que ce ne serait pas la philosophie qui ne peut pas y aller ou qui ne veut pas y aller? J'aimerais bien savoir. Dans mon souvenir, c'était une sorte de... Je parlais à la place de Didi. C'est pas moi qui parlais. Je le faisais parler. Et je lui faisais dire, si je me souviens bien, moi, l'homme Didi Huberman, je ne veux pas aller à Birkenau, ses parents ont disparu. Bon. L'homme ne veut pas y aller. Mais, d'ailleurs, ils n'y sont pas allés. Ils y ont été jetés. Et ça, c'est très important. Bon, j'avais parlé de ça avec lui avant. Bon, et il m'avait dit, moi j'y suis allé, mais j'étais muni de la culture, et en particulier de la philo. Et c'est parce que je suis philosophe, c'est-à-dire que je touche en moi de façon, je dirais, quasi électrique, une énergie intacte et des mots. Si j'avais le temps, on est dans Hamlet là, à la dernière scène, si j'avais le temps, mais la mort qui est un exempt implacable ne laissera pas le temps, le reste c'est silence. Hein. Bon. Si j'avais le temps, je vous dirais que il sentait en lui l'énorme énergie de sa responsabilité de juif,
aller à Birkenau. Bon. Et il ne savait pas s'il aurait à sa disposition les significations. Et elles lui ont été données, elles lui ont été offertes, les significations sur le lieu même. Voilà ce que je pourrais vous répondre. Hein. Oui, mais oui. En fait, à travers lui, La philosophie peut y aller à condition qu'elle ait fait le deuil de la souveraineté, de la puissance, du survol, de la maîtrise. C'est déjà beaucoup ça. Hein. Et qu'elle sache que ce qu'on appelle un homme, c'est toi, Patrick, qui évoquait le cardinal de Bérulle. Le cardinal de Bérulle, c'est ce cardinal français qui a introduit la spiritualité thérésienne en France, la spiritualité de Sainte Thérèse, et qui disait l'homme est mal foutu. Bon, l'homme est mal foutu. Bon, eh bien, je vous disais une chose un peu analogue. Nous sommes mal foutus, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise jointure entre notre puissance de signification et notre puissance d'énergie. Si nous savons bien canaliser l'énergie, nous investissons des mots et les mots deviennent vivants, tandis que d'autres demeurent inertes. Si on ne sait pas s'y prendre, on canalise toute l'énergie sur un mot. Je vous donne un exemple, il est majeur, c'est Heidegger. Il a canalisé toute l'énergie allemande sur un mot, être. Le reste, la langue tombe dans je ne sais quoi. Bon, mais avec un mot, on ne fait pas une phrase. Avec un mot, on ne fait pas une phrase. Qui me rappelait que De Santi disait cheval, c'est pas une phrase. Cheval, point d'interrogation, c'est une phrase. C'est quelqu'un d'entre vous, je crois. Non? Bon, bref, enfin, de son. Bon, donc, il est certain que la philosophie y va, elle peut y aller, elle doit même y aller, à condition de savoir qu'elle a en charge une énorme énergie, je dirais, entamée, disparue, annulée, anéantie, et un pouvoir très faible des significations, et que faire de la philo, c'est trouver un moyen d'équilibrer suffisamment les significations par l'énergie dont on dispose pour que ça fasse des phrases. Par exemple, Bergson, c'est un homme qui a mis énormément d'énergie dans le mot durée. Et remarquez, amusez-vous à regarder ça quand vous regardez un philosophe, la quantité d'énergie qu'il met sur tel ou tel mot. C'est autant de moins pour les autres. Par exemple, Hegel met une quantité d'énergie folle sur je crois que vous connaissez bien Hegel, il met une quantité d'énergie folle sur le ne pas, le déjà, pas encore. Ça lui permet d'effectuer le mouvement. C'est déjà la Grèce, mais c'est pas encore la Grèce. C'est déjà le Moyen-Âge, c'est pas encore le Moyen-Âge. C'est déjà la Révolution, c'est pas encore la Révolution. Bon, alors, c'est évidemment très fort, très malin, mais c'est quand même le propre d'un philosophe de mettre, par exemple, l'accent, toute l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que l'énergie? C'est la puissance de produire des différences. Là où vous voyez des différences, blanc, noir, jaune, vert, c'est qu'il y a eu de l'énergie. S'il n'y a pas eu d'énergie, c'est indifférencié. Indifférencié. Bon. Autrement dit, l'énergie, vous ne la verrez jamais, elle, l'énergie. Vous ne verrez que le chatoiement des différences. Et plus il y a de différences, plus ça signale qu'il y a de l'énergie en jeu, qui s'est manifestée. Bon. Et par conséquent, je pense que la philosophie n'a pas d'autre rôle que d'équilibrer, de déséquilibrer le passage de l'énergie à des significations qui sinon sont inertes. Quand elles sont dans un dictionnaire, elles sont inertes, les significations. L'alphabet, il est inerte. Hein, bon.
Il est inerte. Bon, si vous mettez de l'énergie dedans, il devient vivant. Bon, alors, quelles sont les significations que vous allez rendre vivantes? Eh bien, et puis ça permet de faire une histoire de la philo, ça. Il y a des significations qui meurent, qui perdent leur énergie, d'autres qui en trouvent. Bon, et je trouve que là, si vous voulez, la philo, elle a un petit canal. Si elle ne sait pas s'y prendre, elle est confrontée à l'aporie, c'est-à-dire que l'énergie ne peut plus passer. Aporia, ça veut dire que le canal est bouché. Alors, l'énergie s'engorge à l'entrée de l'aporie et ça donne des symptômes. Et les symptômes sans phrase, évidemment. Symptômes sans phrase, puisque pas de signification. Et de l'autre côté, les significations sont inertes. Et les gens parlent comme des perroquets. Par exemple, quelqu'un comme Lacan, je crois qu'il a gardé toute l'énergie pour lui. Et il a laissé tous les mots comme ça, comme des coquilles, en attente qu'ils soient repris. Alors les meilleurs d'entre eux ont réinjecté de l'énergie, mais il a été philosophe, je crois là-dessus. Il a été philosophe. Pour moi, c'est lumineux. Un philosophe, c'est quelqu'un qui je prends encore Spinoza. C'est pas substance c'est au passage. C'est exprimer. Le verbe exprimer est chez Spinoza le verbe et l'expression, le mot qui porte le plus de charge parce que les attributs expriment la substance, les modes expriment les attributs, les modes s'expriment entre eux, etc., etc. Et l'expression, et il y a le très beau livre, le si beau livre de Deleuze, c'est ça, voilà. Voilà, est-ce que j'ai un peu répondu? Oui, merci beaucoup. Bon, voilà. Mais c'était pas moi qui parlais là. Enfin, c'était moi qui parlais, mais c'était, comment on dit ça? Comment ça se dit comme figure de rhétorique quand on... Vous avez ventriloqué. Ventriloqué, si on le veut, c'est ça. Bon, il y a peut-être... mais des questions, ou des sentiments, ou des impressions, ou des résistances. Il faut des résistances. Non, on ne veut pas de ça. Mais j'attends vos résistances. Moi, j'ai été à l'université en vrai, parce que comme si on rendait, comme si j'avais senti l'instance, je ne sais pas dire autre chose, tangible. Oui. Moi, je ne suis pas philosophe, je lis beaucoup, mais je ne suis pas philosophe. On ne le sait pas, hein? Oui, pas philosophe au sens académique du terme. Mais justement, j'avais l'impression que le point justement de pratique, comme moi j'appelle poieille, qui signifie faire, parce que je m'intéresse particulièrement à la poésie et à la littérature, était très grand dans cette pratique qui est devant nous, c'est très amusant, presque d'un oxymore. J'aurais voulu travailler sur l'irréductible. Et vous nous dites, quasiment au début, on va travailler sur changer d'entendement. Oui. C'est déjà formidable, quoi, en soi. C'est-à-dire que quelque chose frissonne dans la colonne vertébrale. Et là, rien qu'entendre les mots changer d'entendement, comme si l'instance en était là posée, quoi. C'est terriblement... c'est vertigineux, au point que la semaine d'après cette première séance, il y avait les événements de terrorisme, etc. Oui. Donc tout le monde était troublé, normal. Mais ce trouble, parce que ces paroles aussi avaient été posées, nous avaient été tendues assez délicatement, d'ailleurs, parce que vous étiez précautionneux là-dessus, en disant oui, changer d'entendement, mais voilà. Et tout d'un coup... quelque chose de l'ordre du vertige nous a pris en vrai, c'est-à-dire que c'était une expérience pour nous, et puisqu'on est... Et pour moi. Et pour vous, bien sûr, et puisqu'on est en philosophie, on dit, en pensée, disons, je vais dire, mais on vivait ça dans une pratique réelle, c'est-à-dire de l'affect, c'est-à-dire affective, comme ça, on est touché par ça, et dans ce côté, tout d'un coup, le vertige, qui peut sembler joli comme mot, devenait justement ce qui rivait au seuil.
Ce qui empêchait pour toujours de sauter. Oui. Alors, Et ça, c'était passionnant. C'est-à-dire que moi, je suis changée, quoi. C'est tout. En gros, c'est ça que je voulais dire. Ah, écoutez, ça me fait très plaisir. Premièrement, j'ai appris hier, c'est pas vieux, de Simone Debout, une dame que je connais, quelques-uns connaissent ici, une très vieille dame de 96 ans, grande résistante, spécialiste de Fourier. Elle me dit: qu'est-ce que vous faites, Patrice, cette année? Alors moi je me dis, changer d'entendement, ça va encore avoir l'air curieux. Comme j'ai essuyé déjà des yeux ronds, je dis, je m'occupe de l'entendement ordinaire et de l'entendement philosophique. Ça fait plus simple. Hein. Bon. Et elle me dit: mais vous savez que Fourier voulait changer l'entendement? Je lui dis: mais vous savez pas ce que vous me dites, Simone. C'est une merveille. Bon, alors, il est évident que l'irréductible, il ne peut pas être touché et atteint si on ne change pas d'entendement. Lequel des deux commence le premier? Ça, vous savez, c'est comme les jeux. À toi de commencer, comme dans les déclarations d'amour. C'est lequel des deux qui, le premier, va déclarer son amour ou le signifier? Bien malin qui le dira. Bon. Eh bien, de la même façon, est-ce que ce sont les avances de l'irréductible? Par exemple, Birkenau est un irréductible. Hein? Vous n'allez pas dire grand-chose après. C'était un irréductible. Bon. Est-ce que c'est l'irréductible qui vous fait des avances et qui vous prête des mots? Qui vous prête des mots parce que vous n'en avez pas? Ou bien est-ce que c'est possible parce que vous avez déjà changé d'entendement et que vous êtes disposé à laisser tomber tout l'académisme important? Il faut s'être formé à ça, hein. Mais pour n'avoir plus en souci que le vertige dont vous parlez, c'est que jamais les significations ne rendent compte de l'énergie, ni l'énergie de la signification, et qu'il y a entre les deux un abîme. Bon. Et que c'est pas collé, hein. C'est pas des étiquettes sur un roast-beef, hein. Bon, c'est pas collé comme ça, hein. Bon, alors, Vraiment, ce que vous pose qui était terriblement sensible, c'est comme si, par exemple, la préposition A, accent grave, nous était donnée en chair et en os, quoi. À faire, mais sans verbe après, quoi. C'est comme si ça suffisait. Mais si vous saviez combien vous allez dans le sens où, je ne sais pas si je pourrais jamais y aller, qui oserait s'engager dans donner en chair et en os le pensable comme ça. Hein. Bon, il y en a quelques-uns qui l'ont osé, les phares, mais rendre sensible dans la chair, sinon si c'est pas sensible, si c'est qu'intellectuel, bon, là on retrouve démonter le moteur du Jaguar pour voir pourquoi il marche si bien. Et ça, l'université est pleine de spécialistes de moteurs de Jaguar. Pleine. J'en connais sur Spinoza, sur Hegel, etc. Ils me diront: ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. C'est comme ça, d'accord. Maintenant, comment elle marche? Oh. Et pourquoi la 2 chevaux a-t-elle doublé la Jaguar? Ah ben ça c'est Achille et la tortue. Ah ben ça c'est ça, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. On est avec comment ça s'appelle, un sophisme grec. C'est fini, salut, on arrête et on retourne au moteur. Voilà. Mais Rimbaud, il fait ça génialement quand il fait le théâtre. J'ai tendu des cordes de clocher à clocher, etc. Des chefs d'étoile à étoile. Donc il a préparé comme son théâtre, il pourrait dire son moteur, quoi. Mais là où il saute, il dit: et je danse. Et je danse. Et tout d'un coup, alors là, c'est un peu comme un résumé de tout ce qu'il fallait, en effet, le sérieux, l'obstination, l'endurance, etc. Mais je danse. Autrement, ça fait rien. Oui, sinon. C'est pour ça que je vous dis que l'énergie est toujours là et que la déception indispensable, c'est un peu décevant d'avoir une 2 chevaux plutôt qu'une Jaguar. Mais c'est elle qui gagne au finish. Bon, et parce qu'elle conserve de l'énergie.
qu'elle a lu Zénon. Zénon. Oui. Au cours des années, j'ai l'impression qu'il y a des mots, en fait, dont vous êtes dépossédés, dépouillés. J'ai l'impression que, voilà, vous avez fini aujourd'hui le séminaire sur le fait qu'il y avait des mots sur lesquels on pouvait canaliser son énergie, et puis finalement, c'était rien. Moi, j'ai envie de vous poser la question de comment quand on est dans une ornière, comment déjà on s'aperçoit qu'on est dans l'ornière, une ornière philosophique, et est-ce qu'on peut en sortir? Et est-ce que le fait de ne pas être philosophe, nous donne quelque chance sur de ces ornières? Céline, vous avez raison. Au cours des 2 décennies où j'ai été dans cette salle, il y a des mots que je laissais tomber. Bon, parce que ils sont usés pour moi. Autrement dit, je ne peux plus y mettre d'énergie. Je ne peux plus y mettre d'énergie, ou bien je me répète. Et je n'ai eu pour unique souci ici que de trouver des mots un peu inédits pour réinvestir mon énergie et la relancer. Donc, c'est vrai, je ne sais même plus les mots que j'ai employés. Hein. Hétérogène, c'est vrai. C'est vrai, je me rappelle, hétérogène. Je parlais, oui, hétérogène. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Tatouage, oui. Ça m'avait intéressé énormément, le tatouage, à un moment. Oui, c'est vrai, parce que ça faisait se rejoindre le plus profond de l'âme humaine et la surface de la peau. Bon, donc c'était intéressant. Mais aujourd'hui, c'est lettre morte pour moi. Bon, alors, attendez, il y a une deuxième partie de votre question qui m'échappe là, maintenant, j'ai oublié. D'accord? Justement, les philosophes, souvent, à travers que c'était pratique pour un philosophe de trouver une ornière. Ah oui, comment on sort d'une ornière? Comment on la soupçonne? Et donc, voilà. Moi, j'ai l'impression que dans la vie de tous les jours, on s'installe dans des automatismes, dans des ornières. Et alors, voilà, comment est-ce qu'on peut sauter, réinvestir cette énergie? Le premier indice, c'est qu'on y est très bien. Bon. On a un bien-être, on ne sent rien. Deuxièmement, on est producteur. Si on y regarde de près, on est producteur toujours du même et de la répétition. On devrait s'inquiéter de produire toujours le même. Bon. On peut ne pas le remarquer, et on reste dans l'ornière, et on creuse, et on creuse, et on creuse, et on est toujours de mieux en mieux, et on en sortira de moins en moins. Bon. Quand on a aperçu qu'on était dans la mauvaise répétition, il y a la bonne, celle de Deleuze, mais elle contient un sceau, la répétition de Deleuze. Il faut savoir, il ne faut jamais perdre de vue que philosopher exige qu'on soit accompagné de l'énergie du sceau. Sautez. Hic rodus, hic saltus. Bon, comme dit Hegel, ici, le rodus, ici, le saut. Bon. Il faut sauter. Bon. Et l'énergie de sauter, eh bien, il n'y a pas de mot pour elle. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et vous mobilisez en vous au risque de tout perdre. La santé, la raison, les amis, la société, le métier. Il faut être prêt à perdre beaucoup pour sortir de l'ornière. Bon, alors, ici c'est moins dramatique. Mais, par exemple, vous ne trouvez pas que Heidegger, il en rajoute un peu dans l'ornière? Quand moi j'ai relu du Zeit beaucoup, et puis j'ai lu de près ce qui s'appelle apport, traduit apport, et qui simplement Beiträge, qui est donc simplement contribution, hein, bon, et l'avenant c'est l'événement. Bon, il a fait un saut quand même là, un saut en 36-38, sorti d'une ornière de l'être qui est
tu n'es pas, à l'événement qui arrive. Il y avait un événement qui arrivait en 1936-38 en Allemagne, et je veux. Bon, il arrivait cet événement, et il a été pris, son seau a été pris dedans, et il a sauté à pieds joints dans cette nouvelle énergie. Si vous lisez la littérature de l'époque allemande, mais le mot énergie est à toutes les lignes. Résurgence de l'énergie, remise en forme de l'énergie partout. Bon, nous débordons d'énergie, la preuve, on va envahir l'Europe. Bon, l'énergie, c'est-à-dire une très mauvaise énergie, une énergie qui homogénéise. Donc, une très mauvaise énergie. Parce que je disais tout à l'heure que la bonne énergie, elle est au contraire diversifiante. Elle est comme un feu d'artifice, où ça sort jaune, bleu, vert, rouge, jaune, bon, comme ça. Alors maintenant, comment discerner la bonne énergie de la mauvaise énergie? Il n'avait pas le flair politique, l'animal, hein, ça c'est sûr. Bon, mais comment on sort de l'ornière? Alors, je vais vous relire, il est très bref là-dessus, 349. Il est très très bref. Non, c'est pas 349, c'est quoi? Le paragraphe 349, mais si. Ah, je suis à 449. 349. Voilà. 40. Il est très difficile de décrire des cheminements de pensée déjà sillonnés de nombreuses ornières, que ce soit les nôtres ou d'autres, et de ne pas tomber dans l'une des ornières déjà tracées. C'est difficile de s'écarter seulement un peu d'un sillon de pensée ancien. Et là, je pense qu'il faudrait invoquer le parricide, puisqu'on en parlait, à savoir qu'un penseur qui n'accomplit pas son parricide, c'est-à-dire que tu es le père, hein, le mot est dans Platon, hein, bon, c'est dans le sophiste. Bon. Tu es le père Parménide, pour que Parménide dit l'être, elle, non-être n'est pas. Et il faut qu'il y ait un être du non-être, ce qui n'est pas normal, ça, un être du non-être. Bon, pour ça, il faut tuer le père Parménide. Autrement dit, pour sortir de l'ornière, il n'y a qu'un crime. Autrement dit, les philosophes paient longtemps la culpabilité de ce crime. Ils ne s'en rendent pas compte, mais si on suivait chez les philosophes la culpabilité qu'ils ont, elle est manifeste chez Aristote. Bon, la culpabilité qu'ils ont, Spinoza pas tellement vis-à-vis de Descartes, pourtant Dieu sait s'il fait un parricide. Bon, mais Hegel, c'est pas un parricide vis-à-vis de Kant, c'est une absence. Bon, mais votre question est très pertinente, mais c'est très difficile. Mais le premier indice, on est très bien. Et lisez la meilleure réponse, lisez ou relisez le Terrier de Kafka. Ah, c'est chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. Autrement dit, l'animal est très bien, très très bien, ça adhère parfaitement, sa peau adhère parfaitement à la paroi, il n'y a pas de décalage. Dieu qu'on est bien. Puis un petit bruit gênant. Oh, c'est agaçant ce petit bruit. Et puis tout va tourner mal. Donc, voilà ce que je vous proposerai comme première approche. Moi, l'ornière, c'est ce qui m'a suggéré, l'ornière, outre ce texte de Wittgenstein, c'est que je me disais, c'est pas possible d'être si à l'aise dans une pensée. Quand on l'a beaucoup pratiqué, je finissais par être à l'aise dans Aristote. À l'aise, comme on est dans sa chambre.
on sait où sont les bibelots. Bon, donc on sait qu'on va trouver là telle démonstration, telle autre. Bon. Et je me suis dit, ça, mon vieux, tu es en train d'être tranquillement en train de prendre racine. Je ne disais pas ornière à ce moment-là. Et puis, petit à petit, je me suis dit, mais ils font tous ça. Comment dire, je veux dire, mes collègues, ils se sont trouvés, l'un c'est Hobbes, l'autre c'est je sais pas qui, et puis il est dedans, et puis ça rupine, et puis ça marche, puis on fait des travaux, et puis on est bien dedans. Alors, je plaide pour un certain malaise. Le malaise, c'est que c'est jamais bien joint en nous, l'énergie et la signification, et ça ne sera jamais bien joint, jamais. C'est notre constitution. Et comme c'est mal joint, ça fait mal. Ça fait mal. Voilà ce que j'ai envie de dire. Alors, vous avez peut-être encore des... À chaque fois que vous avez raconté Oui. Fulgurance, je ne sais pas si le mot est de choisi, et ça me portait justement vers quelque chose de difficilement, je ne sais pas comment on dit, visible. Oui. Et justement dans ce manque de compréhension, tout à coup on arrivait à nous comprendre. Oui. Bon. Si vous voulez comprendre Rimbaud, c'est perdu. Le comprendre au sens de comprendre, je dirais, pourquoi ces phrases. Bon. Et pourtant, moi je suis toujours un grand lecteur de Rimbaud. Bon. J'ai envie de vous dire que la bonne littérature, elle est hyperbolique. Bon. Mais elle est hyperbolique sans le savoir. Et ça, c'est heureux. Autrement dit, elle accole de l'énergie à un mot qui ne va pas. Elle s'en fiche. Rimbaud, il est très fort là-dessus. Une énergie X, un mot Y, il accole. Mais le bateau ivre, si vous mettez ce syntagme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un bateau est ivre? On veut bien, on fait semblant de comprendre, on fait semblant d'accepter, mais c'est pas tout à fait pertinent. Bon, et on pourrait continuer. D'ailleurs, je vais vous citer une fois ce que disait comment il s'appelle, Valéry, de l'incongru pertinent. C'est incongru, ça ne va pas ensemble, mais c'est pertinent quand même. Et il faisait du même coup la même chose. Bon. Alors, maintenant, il y a une mauvaise littérature, c'est celle qui est issue de la philo, qui est devenue hyperbolique et qui ne dispose plus que de mots talismaniques, c'est-à-dire des mots qui font poème, qui font poète, parce que au lieu de redescendre, au lieu d'avoir l'énergie de comprendre et l'humilité de comprendre qu'il faut redescendre. Bon, d'une certaine façon, c'est une transposition, j'en ai pas honte, de la caverne de Platon. Hein. Bon, j'en ai pas honte. C'est une transposition. Mais c'est très difficile de rentrer, vous savez. C'est très difficile de revenir quand on est happé par le splendide, la splendeur, le soleil, la merveille. Comment voulez-vous revenir auprès des mochetés? Bon. Et je déteste la philo poétisante, c'est-à-dire celle qui s'entend qu'elle n'a plus la ressource de l'équilibre entre l'énergie et la signification, et bien se dit, allons-y, forçons, c'est-à-dire mettons de l'énergie sur des mots qui n'ont pas de rapport, et c'est pas grave, ça fera toujours un peu genre Rimbaud, pas Rimbaud, hein, bon, mais c'est vrai que la littérature va plus vite, elle va plus vite, parce que la philo, elle est en train de surveiller ses côtés, parce qu'elle est toujours attaquée.
Elle est toujours attaquée parce qu'elle est toujours polémique. Le jour où j'ai découvert que toutes les phrases d'Aristote, qui ont l'air paisibles, il a l'air d'attaquer personne, de temps en temps comme ça, elles sont toutes polémiques, toutes contre quelqu'un. C'est normal pour un grec. Parler, c'est parler contre. C'est pas parler à, c'est parler contre. T'as dit ça, je dis ça. Hein, et je suis plus fort que toi, donc tu la fermes. Bon. Eh bien, si vous voulez, ça me donne l'idée que il n'y a pas d'autre moyen, comment dirais-je, de s'en sortir que en philo, que de surveiller en permanence. C'est pour ça qu'elle est lente, la philo, parce que au lieu d'aller directement au but, elle prend des précautions. Les unes sont pertinentes, parce qu'il y a des adversaires latéraux. Les autres ne sont pas pertinentes, et elles sont sa propre ratiocination. Quand la philo se dit « Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin et qu'est-ce qui me garantit que c'est le bon chemin ?» C'est les ennemis qui vous indiquent si vous êtes sur le bon chemin, parce qu'ils vont vous tirer des flèches dessus. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas à vous de savoir si vous êtes dans le vrai. Les autres se chargeront bien de vous le dire. Hein? Donc il faut beaucoup compter avec les adversaires en philo, beaucoup. La littérature elle va plus vite, comme une flèche. Paf, s'occupe pas de savoir. Hein? Bon, s'occupe pas de savoir. Si. Voilà, vous avez encore des... Allez-y, hein, c'est l'occasion. On verra tout à l'heure, on ne verra pas, c'est pas grave. Ben, bon. Oui. Oui. Merci. Et quoi retenir surtout dans tout ce que vous avez proposé pendant ces années? Oui. On est forcément obligé de sélectionner, et à partir du moment où on tente de sélectionner, on est déjà injuste. Pas grave, ça. On tombe déjà dans une certaine arbitraire. Mais je vais dire comme ça, spontanément, ce qui m'a le plus intéressé, et du moins dans les séances auxquelles j'ai eu l'occasion d'assister cette année, c'était ce que vous avez dit à propos de la contradiction, ou plutôt de la nécessité de passer outre la contradiction pour avoir quelque chance d'arracher une parcelle de créativité. Oui. Ça m'a semblé très important. Oui. Et d'ailleurs, je pense que ce propos, ça peut s'étendre à la vie tout entière. Oui. Ce serait beau si on pouvait faire place dans nos existences aux opposés les plus radicaux. Ça donnerait des extraordinairement tendus. Oui. Peut-être même un peu insupportables. C'est pour ça qu'on danse, c'est tendu, hein. Mais encore ce que je dis est vraiment très très court par rapport à ce que vous avez développé. Disons que peut-être oui, vous permettez allez-y, un point qui m'a toujours travaillé lorsque vous avez nous avez offert pendant des décennies. Allez-y, dites-nous dans l'instant qui vous vient. Plus fort, on n'entend pas. Oui. Non, c'était. Je ne sais plus, peut-être je vais le dire après. Alors, pour la contradiction. Ça n'est pas vraiment à faire avec Mon ami Daniel Ferrand, ici, Monsieur Ferrand,
mon plus ancien ami, nous étions ensemble en classe de 6e. Il est mathématicien de profession, et pour lui, la contradiction doit être le non-recevoir de sa pratique. Je soupçonne. Bon. Et je me souviens de Jeanne Delhomme, qui fut mon prof de philo dans les années 64, qui disait en logique et en mathématiques, la contradiction est importante. Dans la vie, on s'en fiche. Et les contradictions, elles sont multiples. Elles coexistent tranquillement. Et je n'ai jamais oublié ça. J'ai toujours évité de faire des contradictions logiques, mais alors, la vie est bourrée de contradictions. Un psychisme, c'est bourré de contradictions. Quand on est sur le divan, on est bourré de contradictions. Bon, et alors, c'est là où, c'est pour ça que je dis que je pense que le contact des contradictions, de ce qui est issu de l'au-delà de la contradiction, est hyperbolique, hein. On est passé au-delà d'une chose, on ne doit pas passer au-delà de la contradiction. Hein. Il y a des germes de créativité là-dedans. Ça, je le pense. Oui. Allez-y. Ce qui m'a toujours frappé dans vos, disons, propositions philosophiques, vos tentatives, etc., dans vos essais, vos expérimentations, c'est justement la force avec laquelle vous avez fait apercevoir le côté inscrutable de la philosophie. Oui. Dans ce qu'elle a aussi d'inacceptable. Oui. Et à travers, disons, le prisme de cette pensée, le monde nous apparaît sous un jour tout autre, souvent un peu bizarre. Oui. Mais dites-moi, pour préciser un petit peu ce qu'elle a la philo, ce qu'elle a d'inacceptable et côté un peu scandaleux, oui. Il est là-dessus. Oui. Le discours académique, évidemment, encore complètement. Oui. Bon, par exemple, quand Hegel dit à propos de la terreur, couper la tête des opposants comme on coupe des choux. C'est une comparaison triviale, comparaison, on se dit bien, on voit bien pourquoi Schopenhauer disait de Hegel qu'il avait une tête à boire de la bière. Bon, c'est vrai que ce qui est important pour moi dans l'exercice de la philo, c'est d'abord de mobiliser de l'énergie. L'énergie, c'est de mobiliser sa vie, quoi. Hein. Mobiliser son système nerveux, mobiliser son système nerveux surtout. Mobiliser toutes les crispations qui tiennent le corps. Hein. Bon. Pour trouver dans le poème de Parménide, par exemple, qui est un bloc absolument sans faille, une faille. Alors, c'est pas moi qui la trouverai, la faille, hein, parce que j'ai vu beaucoup de commentateurs qui avaient dit « Oh, elle est là, la faille », et puis ça s'est refermé. Et le poème de Parménide est intact aujourd'hui, comme il l'était quand il a été rédigé par Parménide. Bon. Mais c'est vrai qu'elle a des côtés scabreux, des côtés d'indifférence. Elle se fout du sang qui coule, la philo. Elle se fout du sang qui coule. Bon. Si ça a du sens. Bon. Elle se fout du libre arbitre. Elle se fout de la liberté des... Bon, regardez Platon, le sort qu'il réserve à la liberté des citoyens. Bon, c'est vrai que tout ça est scabreux, il y a du scabreux. Bon, je parle pas des propos scabreux. Bon, c'est pas la peine. Bon, mais... Même Descartes. C'est un peu scabreux de cette opération-là, des trois premières méditations. C'est splendide, mais c'est un peu un jongleur de Notre-Dame, là. Qu'est-ce qu'il fait, là? Il fait tout reposer sur un point. Bon. Donc je vous accorde qu'il y a du scabreux. Et je vous accorde
que ce scabreux, il ne faut pas le dissimuler parce qu'il est aussi la force de la philo. Elle est faite à la fois d'inacceptable, elle doit être inacceptable. Et il est naturel, il est normal, il est nécessaire que l'on résiste à la philo. C'est pourquoi je suis totalement hostile à toutes les procédures qui acclimatent la philo à la vie ordinaire. C'est-à-dire toutes les revues, etc., ou toutes les émissions. Non, pas, alors on va dire élitisme. Il n'y a pas un poil d'élitisme chez moi là-dedans. Qui vient ici est le bienvenu. Mais s'il est ici, il faut qu'il se soumette, comme je me soumets, à l'exigence absolument impérieuse d'être en présence de phrases qui sont inacceptables. Il ne m'en vient pas à l'esprit comme ça, parce que il vous en vient peut-être à l'esprit des phrases inacceptables. T'en viens une à l'esprit? Oui, vas-y. Je me souviens que pour une vision, en fait, la philosophie n'est pas l'homme barbu et sage et bon, c'est pas une pensée du philosophe comme bien qu'il y ait des rapports entre sagesse et philosophie, mais on tire la philosophie comme une religion séculière un peu, il y a un peu de ça. Alors moi je me suis lancé dans une grande réflexion sur une chose que je ne comprends pas. C'est la condition de l'auditeur. Condition que je suis. L'auditeur me paraît bien sage dans ton séminaire, bien idéaliste aussi, avait combattre ces deux positions. Mais tu te souviens que dans les années après 68, il y avait des gens qui se mettaient à crier, à pousser des cris, puisque c'était une sorte de mimétisme d'Artaud, Bataille. Tu te souviens de cette époque? Parfaitement. Et ça, c'est quand même une mauvaise pente, parce que c'est un mimétisme. Et je pense qu'il faut refuser un mimétisme de Patrice Leraut. Et c'est presque une tâche de celui qui t'écoute. Mais c'est pas si facile, parce que je me suis aperçu que si je voulais écrire un texte sur ce séminaire, je reprenais forcément certains mots du séminaire. Et ça, c'est pas forcément, c'est plutôt normal. Mais c'est quand même un problème. Deuxième problème, je crois qu'on ne peut pas, il ne faut pas s'identifier à toi. Et ça, il y a aussi un désir d'identification de celui qui écoute à celui qui parle, qui est une identification toujours malheureuse, évidemment, parce qu'on veut un peu de soi. La question que je posais, c'est que quand on écoute, je pense qu'on a deux personnages, parce que on se dédouble en deux. Il y a le personnage qui écoute et celui qui écoute. Il y a deux personnages. Il y a celui qui écoute et le personnage qui écoute, qui est à côté. Oui. Et je pense que l'idéalisme vient de là, parce que beaucoup de gens disent c'est merveilleux, Patrice Leraut, c'est extraordinaire, mais pourquoi il n'écrit pas les articles? Ça, c'est le mondain qui te dit ça. Le mondain, il veut un peu être à côté de toi, parce qu'il veut dire, il veut des traces un peu. Mais je pense qu'il pose une bonne question, parce qu'il a compris que lui aussi s'est un peu dédoublé. Il voudrait garder quelque chose. Et je pense que celui qui écoute se dédouble en deux, et qu'il y a une tentation aussi d'idéalisme en rapport à ce que tu dis. C'est difficile à comprendre ça, parce que j'ai l'impression que l'énergie philosophique peut passer dans une énergie de celui qui écoute, qui peut repasser dans l'énergie de son existence pour une vie, changement d'entendement, changement de vie, vie nouvelle, changement de sensibilité. Ça serait beau, ça. Ça fait un cours, ça. Ça serait beau. Ça serait beau. Mais je ne peux pas critiquer ça. Ça passe, ça aussi. Ça, c'est vrai. C'est quelque chose qui passe. Mais quand ça passe, celui qui écoute se croit un peu trop le dépositeur de cette parole, comme si
lui-même l'avait activé, alors qu'il est quand même en position d'écoute. Hein. Oui. Il ne faut pas quand même qu'on soit des petits Patrice Leraut à soi-même. Ça n'irait pas. Et je dois dire, il n'y a jamais chez toi, parce que tu parlais il faut des résistances à celui. Mais par exemple chez toi, dans le séminaire, il n'y a jamais de critique, il y a peu de critiques de philosophes. Hein. Bon. D'abord, je voulais dire, comme Pietro Pucci disait, on apprend beaucoup dans le séminaire. Patrice a dit qu'on n'apprend rien, mais on apprend sur les philosophes. Hein. Il faut distinguer dans le séminaire le rôle des philosophes, les citations qui sont généralement Valéry, Kafka, qui sont un peu les citations que tu lis. Hein. Et puis les philosophes sont cités par leur nom. Hein. Ça, c'est beaucoup frappé, pas par leur œuvre. Hein. Et c'est là qu'on apprend beaucoup. Sur Platon, chacun, des choses qu'on n'a pas lues, on apprend beaucoup là-dessus. Évidemment, on n'apprend pas de la recherche, on la suit. Ça, c'est la recherche en d'entendement, c'est autre chose. Et puis il y a les citations que tu fais des Valéry, etc. Donc, je voulais parler de ce double personnage quand on t'écoute, qui est difficile à comprendre, que je n'arrive même pas à comprendre. Pour moi, c'est une aporie. Parce que si tu veux, la vision, c'est plus simple. La vision, les choses visibles, on voit entre celui qui voit et les choses, il y a toujours un milieu. Hein. Tu sais, il y a les belles notions, le diaphane, le cristallin, ça c'est beau. Alors, entre celui qui écoute et la parole, on aimerait bien aussi un milieu. Ça passe pas directement comme ça. Un milieu où on puisse jouer aussi sur ce milieu. Il y aurait une interaction de celui qui écoute ça, sur ce milieu. Parce que si je commence à commencer par dire c'est la passivité, là, non, moi je m'embarque, je ne comprends pas moi-même. Hein. Parce que il est évident que quand on écoute, je m'en suis aperçu, on est à peine vivant. Et ça c'est assez agréable parce que on a oublié un peu qui on est. On est à peine vivant et là tu on est un peu. La bouteille d'anacarsis. Je le dis pour. Je peux te couper 5 secondes. Je le dis pour ceux qui n'étaient pas là. Il y a un apophthegme qui me plaît beaucoup du sage Anacarsis. On lui demandait est-ce qu'il y a plus de vivants que de morts. Voilà l'ordre des choses. Y a-t-il plus de vivants que de morts? Et Anacarsis pose la question est-ce que tu comptes parmi les vivants ou parmi les morts ceux qui sont sur la mer? Donc il y a 3 sortes d'hommes les vivants, les morts et ceux qui ne sont ni vivants ni morts. Et j'ai envie de dire que les philosophes sont comme ça un peu. Bon, tous les personnages de Platon sont un peu comme ça. Et c'est-à-dire, il y a quelque chose de la philo qui anesthésie, c'est vrai, pour faire naître une nouvelle sensibilité. Donc, il y a une espèce de moment où, quand tu dis être mort, c'est un peu fort peut-être, mais enfin, il y a un moment d'anesthésie où on ne sait pas bien de quoi il s'agit, on ne sait pas bien de quoi il retourne, mais on retrouve la sensation après. Bon. Pour ce qui est de l'écoute des auditeurs, tu voulais peut-être encore dire des choses? Oui, mais non, ça va. Bon. Ce qui m'a fait poursuivre ce séminaire, c'est la diversité des auditeurs. Autrement dit, il n'y aurait que des philosophes professionnels, je ne l'aurais pas continué. Ils ne m'intéressaient pas. Mais il y a dans l'auditoire, parmi les auditeurs, des professionnels de la philo, des gens dont c'est le métier, et des gens qui n'ont jamais fait de philo, ou sinon dans les classes secondaires, bon, et qui font des tas de choses. Bon. Et ce tas de choses, c'est la vie. C'est la vie. La vie, dans ce cas-là, comme disait Descartes, de complet. Bon, c'est la vie. Bon. Et moi, mon challenge, c'est de trouver une parole qui, à la fois,
s'adresse, et la même parole, pas deux paroles, la même, qui s'adresse et qui touche au plus profond, c'est-à-dire ce point imaginaire où se joue la connexion de la sensation, de l'énergie et de la signification, le touche chez X, Y, Z, qui ne fait pas de philosophie mais qui est dans différentes activités, et chez ceux qui font de la philo par métier. Bon, pour moi, ça, c'est ce qui a donné à ce séminaire sa raison d'être, et ce qui lui donne sa raison d'être. Bon, alors ça, il est vrai qu'il y a un problème de l'écoute, parce que ça m'interdit, dans le fond, d'être technicien. Bon, j'ai pas envie en plus. J'ai plus envie de me pencher. J'ai été un bon technicien d'Aristote, mais ça se perd, ça. On vieillit, vous savez. Et je me dis, tiens, l'autre jour, tiens, je ne sais plus comment s'effectue la conversion des propositions modales. Tant pis. Je me suis dit, tant pis. Et pourtant, c'est très difficile et très important. On est jugé, si on est un bon aristotélisant ou pas, si on sait convertir les modales ou pas. Bon, eh ben je ne sais plus. Je savais très bien, je faisais ça comme ça, bon. Et pareil pour pas mal. Bon. Donc, la technicité ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est pas, je ne le souhaite pas, incruster une pensée dans les auditeurs. Pas la mienne en tout cas. Ce que je désire, c'est que quand ils sortent d'ici, les auditeurs peut-être sentent, peut-être plus tard, que c'est moins simple que ça, la façon dont s'ajuste en nous l'énergie de la vie et le langage, puisque c'est le langage. Hein. Autrement dit, c'est la connexion du langage et de la vie qui se joue ici, là. Bon, il y en a qui ont coupé, il y en a qui n'ont jamais réfléchi, et il y en a qui essaient de trouver des nouvelles formes. Alors, m'écouter, c'est évidemment... je sais qu'il faut faire beaucoup de sauts quand on m'écoute. Il faut beaucoup sauter, hein. Bon, je le sais, ça. Bon, déduire me barbe. Bon, excuse-moi d'accord. Déduire me barbe, c'est-à-dire que je l'ai fait autrefois, parce que dans la fac, il faut bien quand même déduire un peu plus, sinon... Bon. Mais là, je me dis, pendant que je fais le saut, les esprits sont libres. Ils sont libres pendant ce temps-là. Je ne les tiens plus. Je ne les tiens pas. Je les tiens avec les mots. Mais quand je lâche les mots, et que je fais un saut, ils le font à côté, ils le font ailleurs, ils le font autrement que moi, et c'est très bien. Bon. Je voulais te demander, oui, parce que je parlais d'audition, parce que tu parles souvent des voies de la philosophie. Oui. C'était en rapport. Je comprends que Madame qui a parlé sur ton exposé sur Germaine, parlait comme la voix aussi. Donc il y a la confusion est normale là. Oui. Hein, Oui. et même dans ce séminaire, tu as parlé de qu'est-ce que la philosophie entend comme voix, quelles sont les voies de la philosophie. Et une chose la plus singulière que j'ai jamais entendue chez toi, c'est évidemment, mais ça, je n'ai jamais lu, c'est le tutoiement de la philosophie. Alors là, ça t'appartient en propre, parce que et là, on a... alors c'est même pas la voie de la philosophie, là, c'est le... Hein, oui. tu l'as dit, le tutoiement. Oui, le tutoie, oui. Alors ça, tu vois, il y a une voix très singulière. Une voix, une voix qui me dit... Voilà, qui est un peu injonctive, là, dans le tutoiement. Voilà, j'aimerais te poser la question, quelle est cette voix? Si tu sais bien te placer, si tu ne sais pas bien te placer, tu n'entendras rien. Si tu sais te placer, tu entendras d'abord. Et tu entendras où se trouve en toi le point de jonction, la jointure imaginaire, évidemment. Hein. Et évidemment, c'est plein de fausses pistes, de sirènes, d'impasses. Très important, les sirènes. Elles vous appellent, elles vous attirent, et puis elles vous engouffrent. Bon. Ce tutoiement,
c'est un tutoiement. Ah, il y avait le tutoiement des camarades communistes. Bon, mais c'est pas celui-là auquel je pense. C'est le tutoiement de à nous deux ma vieille. À nous deux ma vieille. Bon, c'est-à-dire, elle m'en impose pas. Je ne veux pas qu'elle m'en impose. Je sais qu'il y a plus grand que moi. Hein, ça, si j'avais fait, je crois même que je crois que dans les premières pages de ce que je devais raconter aujourd'hui, que je ne raconterai pas, ou plus tard, autrement, peu importe. Hein, oui, il y a, je sais bien, je ne suis pas fou, qu'il y a plus grand que moi. Mais elle, quand je suis en poste ici, elle ne m'en impose pas. Bon, c'est-à-dire que c'est moi qui l'a fait. Bon, comme chacun d'entre vous, c'est vous qui l'a faite. Elle n'est pas déposée quelque part au pavillon de Sèvres, hein, étalonnée. Bon, elle n'est pas dans les bouquins. Elle n'est pas. Je crois que en droit, ce sont les professeurs de droit qui énoncent le droit dans leur ensemble. Autrement dit, l'ensemble des professeurs de droit énoncent ce qui est le droit. Bon, aucune autre instance. Bon, aucune instance n'énonce la philo. Aucune instance n'énonce la philo. Aucune. C'est à chacun de la prendre à bras-le-corps. Bon, et disons, d'oser à nous deux ma vieille. À nous deux ma vieille. Dis un peu ce que tu veux pas dire. Dis un peu ce que tu veux pas dire. Parce que elle est rusée. Elle est très rusée. Elle tait. Elle fait des énigmes. Elle cache. Elle dérobe. Elle envoie promener. Elle dit celui-là, écartons-le. Donc elle l'envoie promener du côté de je sais pas quoi, du côté de la sociologie. Bon, mettons, hein, bon, en lui disant c'est très très bien. Bon, mais quand on la tient bien là, qu'est-ce qu'on tient? On tient quelque chose d'assez incandescent, dont ça brûle les mains. Hein. Ça brûle les mains. Quelque chose d'incandescent que je sens très fort moi dans mon plexus, hein, et qui est la façon dont la vie et le langage fusionnent. Il y a un travail de, il y a de la fusion, mais au sens comme on dit de la fusion qu'il y avait dans les Assyries, hein, il y avait de la fusion, ça fusionnait. Bon, alors c'est un peu comme ça que je te répondrai. Oui, tout à fait. C'est un caractère. Pour un auditeur, c'est quasiment un événement. Hein, comment on entend une voix, un tutoiement plus voix de la philosophie. Oui. C'est quelque chose de un peu inaugural, un peu toujours. Oui, je sais que mes profs n'osaient pas tutoyer les Non, hein. on n'ose pas. Oh là. Oui. Justement, le fait qu'il y ait cette fusion, ça veut dire que les supports en fait habituels, comme les livres, vous êtes réfractaire. Comment est-ce que nous, par la suite, mis à part le fait de sortir plus léger, comme vous l'aviez évoqué, plus léger. Comment est-ce qu'on transmet ça? Parce que si on a envie de transmettre, parce que effectivement, c'est quand même quelque chose que moi personnellement je ressens, mais c'est presque voilà, quasi impossible de l'exploiter. Et il y a ce côté-là complètement inutile de la philo, et à la fois ce côté, oui, effectivement, très personnel. Il n'y a que la philo, il n'y a que à travers vos séminaires, et je dirais même pas la philo, c'est à travers votre séminaire, parce que moi j'ai suivi aussi d'autres séminaires de philo beaucoup plus académiques, et j'ai pas trouvé cette recherche, cette sincérité dans la recherche par rapport à une pensée qui se veut autre chose qu'une pensée. Et alors ma question c'est, s'il n'y a pas le support de livres, vous avez écrit le tempo de la pensée un peu contraint pour Nicole, peut-être. C'est le seul livre que nous ayons, mis à part quelques textes. À défaut de ce séminaire où on s'exerce, en fait, on s'exerce à respirer, à vivre à travers la philo. Moi, je ne suis pas du tout philosophe, mais bon,
je fais ce que je peux pour courir après vous, pour essayer de comprendre. Et parfois, on arrive, on est totalement dans autre chose. C'est très difficile voilà, de se mettre à comprendre. Et c'est justement cette espèce de martèlement qui est intéressant, qui m'intéresse. Mais après, qu'est-ce qu'il en sort, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose? Est-ce que vous pouvez... voilà. Alors, je vais vous permettre de vous répondre d'abord de façon un peu pédante. Aristote jugeait qu'une proposition vraie, quand elle avait été énoncée et qu'elle était vraie, elle ne pouvait pas être perdue. Autrement dit, que les livres soient brûlés. Quand Husserl, je voulais raconter cette histoire, quand Husserl est inquiété par la Gestapo et que ses disciples disent il faut mettre à l'abri les manuscrits, maître. Il dit mais non, ne vous inquiétez pas, ça n'a aucune importance, tout ça c'est du papier et c'est pas grave, parce que c'est vrai. Vous voyez bien la chose, la phrase. Non pas il y a du vrai, c'est dommage, parce que c'est vrai, c'est indestructible et ça ne va pas brûler. Bon, alors, laissons ces grands exemples de côté. Je ne vais pas me comparer. Mais je pense ma fonction ici, moi, comme ayant le projet d'inscrire chacun pour vous, selon vos modalités qui ne seront pas philosophiques, peu importe, je m'en fiche de ça, ce que vous aurez enregistré comme nouveau tracé de ce qui se passe dans votre partage, le partage, comment nous partageons entre vie, langage, vie, mort, etc. Par exemple, vous comprenez bien que si je parvenais à modifier en vous le clivage que vous faites entre vie et mort, bon, vous faites un clivage, nous faisons un clivage, bon, c'est un classique ça, bon, je ne m'attaque pas à ces classiques-là, ils sont trop massifs, bon, mais par exemple, j'en prends un, que vous ne soyez pas obnubilés par les garanties, quelles que soient vos activités, vous ne soyez pas obnubilés par les garanties, mais que vous vous disiez, même dans le faux pas, il y a du bénéfice. Que donc, d'une certaine façon, et j'y vais là un peu fort, il n'y a pas de faux. Il n'y a pas de faux. Bon. Inscrit en vous, s'inscrivant en vous. Alors ensuite, chacun dans son activité fait fructifier ce que moi je fraye. Bien sûr, parce que moi j'ai travaillé sur des supports, mais ils sont temporaires ces supports. Bon, et puis bien sûr qu'il en faut. Bon, je ne veux pas brûler les bibliothèques. Bon, mais la philo n'est pas dans les livres. Elle est au plus profond de l'âme humaine. Bon, au plus profond de l'âme humaine. Kant le dit, Platon le dit, Nietzsche le dit. C'est au plus profond de cette espèce d'ardeur, je dirais, insupportable, parfois insupportable, qui vous brûle, que vous êtes modifié, et que là vous pouvez, là où vous êtes, faire autrement. Par exemple, la façon dont prenons un exemple simple, la façon dont on prend des notes. Bon, ça m'est complètement égal, moi. Que vous preniez des notes, que vous n'en preniez pas, que vous preniez ceci, que vous preniez cela, que vous dessiniez, que vous rêviez. Bon, de toute façon, j'ai la conviction, et là je suis aristotélisant, j'ai la conviction que s'il y a un peu de vrai dans ce que je raconte, ça ne peut pas ne pas vous marquer. Mais vous marquez en creux. C'est-à-dire que c'est à vous de remplir. À vous de remplir selon vos propres forces à vous. Je fais la matrice en creux, je la propose en creux, et puis vous faites. Et puis c'est très bien.
selon, mais là où vous êtes, plus c'est écarté, et s'il y avait il n'y a peut-être pas ici disons, de représentants de continents lointains, bon, il y aurait des gens d'Amazonie, ce serait très bien, si supposer que les obstacles de la langue soient levés, je suis sûr qu'on se comprendrait, je suis certain qu'on se comprendrait, certain, j'en ai la certitude. Levons l'obstacle linguistique, ils comprendraient qu'en eux, il se passe quelque chose qui les tourmente, qui les brûle, qui les rend ardents, qui les rend guerriers, qui les rend ce que vous voulez, et qui est la façon dont c'est pas le corps, hein, c'est l'énergie, c'est-à-dire la puissance de différence qui éclate quand ils font des œuvres d'art, par exemple. C'est cette puissance qui éclate, mais qui n'a pas besoin de signification. C'est nous qui leur plaquons une signification, c'est un dieu, je ne sais pas si c'est un dieu, j'en sais rien moi, une religion, je ne sais pas si c'est une religion, bon. Et puis, les significations, bon. Donc, vous voyez, pour moi, le support, évidemment, j'ai travaillé, j'ai envie de dire qu'avec Hegel, la philosophie est sortie des livres et elle est passée dans le monde. D'ailleurs, elle est passée avec Marx dans le monde. Vous savez bien que Husserl ne faisait pas de livres. Il avait des tas de notes tous les matins, hein, comme un possédé. Il écrivait comme un possédé. Bon, des notes. Et puis à la fin de la journée, il y avait un peu de nouveau. Et tout le reste, c'était de la répétition de la veille, de l'avant-veille, etc. Bon. Et c'était ses élèves qui disaient, maître, il faudrait faire un livre un de ces jours. Un livre. Ben faites-le. Alors, c'était eux qui prenaient, taillaient, coupaient, etc., puis ils faisaient le livre. Bon, alors, avec Heidegger, le livre a repris, avec 2 livres, un livre, Insight, bon. Mais, puis, ça a un peu repris le livre, mais, d'une certaine façon, la philo n'est pas dans les livres, elle est en nous. Pour moi, elle n'a pas d'autre lieu. Alors, elle est en nous, à la fois absolument singulièrement. Comprenez comme vous comprenez. Hein? Comprenez comme vous comprenez. Moi, je n'ai rien à dire. Bon. Et comme ça, collectivement, nous avons une communauté de compréhension quand même. On dit, nous avons quand même compris ensemble, en commun, quelque chose. Alors ça, c'est... mais c'est pas un contenu surtout, c'est pas un contenu. Vous n'avez rien à retenir, hein. Vous n'avez rien à retenir. Soyez tranquille. Si vous avez tout oublié, c'est pas grave. ou bien, le vrai est inutile. C'est le. Oui, vous voulez qu'on arrête ou bien on va jusqu'à 9h, hein. Et puis tant pis pour le. Oui, on lui donnera à boire et à manger à ce monsieur. Bon. Si la vérité n'est pas pour moi, elle n'est pas écrite, la vérité. Elle n'est pas écrite dans une langue donnée. Bon. Je fais 1000 lieues de tout fondamentalisme là-dessus. Elle est une inscription dans cette articulation-là dont je parle. Bon. Et ou bien elle est éternelle, et Spinoza avait raison quand il disait si vous êtes attentif à ça, vous êtes éternel. Ou bien elle est du flanc, et si elle est du flanc, ce n'est pas la peine de s'en occuper. Et la philo a quand même été le souci de la vérité. Le souci avec tout ce que ça comporte, hein. Elle donne des soucis, et elle est objet de préoccupation de la vérité. Bon. Alors, ne me demandez pas la vérité, ce que c'est que la vérité. La vérité, elle se signale, à mon sens, par une mutation dans la façon dont on procédait jusque-là. Autrement dit, quand on était dans l'ornière, sortir de l'ornière, faire un saut, c'est quelque chose. La vérité est de l'ordre du saut. Bon, il faut savoir sauter, c'est-à-dire avoir le courage de quitter le sol
pour retomber un peu comme ça, un peu n'importe où. Bon. Et avec cette énergie-là, sans guidage, hein, on me dirait c'est une drôle de théorie de la vérité, ça. C'est pas la vérité, bon, c'est pas la vérité des maths, c'est pas la vérité de ça. C'est ce que la philo entend comme mot vérité, dans sa pratique, dans ce qu'elle a de plus intime, qui est sa connexion. Bon, parce qu'elle est faite de phrases, la philo, hein, elle est faite de phrases en général, c'est des phrases. Bon, grandes, petites, les fragments d'Héraclite, les 600 pages de la phénoménologie de l'esprit. Bon, il faut que ces phrases fusionnent avec votre intime. Fusionnent. Je dirais pas autre chose. Et après, mais fusionnent à votre façon. À votre façon. Alors, il y a des lectures académiques. Si vous faites une lecture académique qui n'est pas bonne, vous ne pourrez pas soutenir votre thèse, mais ça c'est autre chose. Bon, ça vous concerne. Mais moi qui suis plutôt de tempérament pessimiste, disons, sur pas mal de trucs, je suis très optimiste en matière de vérité. Très optimiste. Autrement dit, qui a été touché par la vérité, il ne peut pas ne pas en garder quelque chose. Alors, vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire mise à nu. Donc il faut quand même un peu de courage là. Mise à nu, dénudement de ce qui fait le plus strict de l'énergie et le plus abrupt de la signification. Bon. Pour moi c'est très, très important, voyez-vous, que je me demande par exemple pourquoi Bergson a trouvé dans le mot durée le mot qui lui permettait de tout supporter. Tous les autres mots sont portés par. Toutes les significations sont portées par la durée. Si vous retirez la durée, ça ne veut plus rien dire. Plus rien dire. C'est complètement inerte. C'est inerte. Les mots sont inertes. Chez Kant, j'ai pas joué à ça, mais on doit vouloir le trouver. Bon. Nietzsche, je ne sais pas. Nietzsche, il y en a plusieurs, mais Nietzsche, c'est un sauteur. Il saute tellement, lui. C'est un drôle de gars. Un drôle de gars. Lui aussi, il sait, quand on est touché par la vérité, on est rendu fou. C'est simple. La vérité vous rend fou. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. La vérité vous rend fou. Fou, c'est-à-dire que vous êtes ivre. Ivre, c'est-à-dire que les autres ne vous comprennent plus. Bon. Et vous dites des choses qui seront comprises plus tard. Vous devenez prophète. Il y a quand même quelque chose que j'oserais dire à propos de la philo, c'est qu'il y a un petit côté prophète dans le philosophe, mais pas prophète des contenus. Je ne veux pas prophétiser qui fera pas beau demain, ça, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça qui voit venir le diagnostic de la sensibilité qui vient. Bon, quelle est la sensibilité qui vient? Aujourd'hui, celle qui vient est inquiétante pour moi. Est inquiétante, la sensibilité qui vient. Et nous appartenons encore ici à la vieille sensibilité. La sensibilité qui est sensible à la différence entre la douleur et le plaisir. Bon, donc c'est vieille, hein. Bon, c'est une sensibilité qui peut faire des différences pas très fines, mais assez fines quand même. Bon, pour survivre. Bon. Bon, je vais peut-être m'arrêter parce qu'il y a peut-être encore des questions là. Oui, je vous en prie. Comme ça, je l'ai entendu depuis que je vous suis. Vous avez parlé du processus de création, avec toutes ces embrouilles qu'il peut y avoir. Et ma question, c'est par rapport à nous, la chambre des cours, on a été fondée, tout ça nous a permis justement de faire toujours notre processus créatif, ça nous a apporté quelque chose, étant donné qu'on était silencieux, on ne pouvait pas parler, on ne peut que parler aujourd'hui. Voilà ma question, est-ce qu'on a été, entre guillemets, est-ce qu'on a été une muse ou pour vous aussi, parce qu'on était là très silencieux, dans la chambre d'écho, parce que toutes les semaines il y avait
un schéma répétitif. Vous savez, quand on est... Là-dessus, vous n'avez pas parlé de ça. Alors, Attendez, ma deuxième question. je peux répondre à la première, parce que je l'ai oublié. Non, vous voulez... Vous l'avez, votre seconde question? Oui, la deuxième. Bon, alors je vais vous dire. Quand on a été professeur, on suit dans les yeux de l'assistance ce qui se passe. On suit très bien. Et c'est pas du tout. Il n'y a pas un instant de passivité. Je vois dans les yeux ce qui se passe. Je vois la résistance, l'accueil, le refus, le doute, l'hésitation, l'accord, l'excitation. Mais vous ne pouvez pas savoir. Bon, pour moi c'est ça un prof. Quand on est prof, on sait ça. Hein. Bon, sinon on ne peut pas enseigner. Bon, alors, donc, là je fraye un chemin. Je vais prendre une comparaison. Je suis, moi qui ne fais pas de montagne, j'aurais aimé faire de la montagne. Et je suis dans une cordée et j'ai derrière moi des gens que je guide un peu. Je leur dis, mettez vos mains là, voilà une prise, hissez-vous, attendez, faites attention, c'est difficile par là c'est plus facile, reposons-nous, demandons un auxiliaire, faisons une blague, racontons une anecdote, dans le fond, c'est ça bon, et tout ça, c'est pas pour moi. Vous comprenez? C'est pour nous. Il y a un nous. Entre vous et moi, il y a un contrat. Ce contrat est que moi, je dois m'efforcer d'exprimer dans une langue multiforme. Enfin, c'est la même, il n'y a qu'une seule langue qui s'adresse à des gens très différents. Bon, la même langue adressée comme ça. Bon, et qui essaie de dire des choses. Alors, mon objectif, c'est quand même, il y a un peu, bon, vous me direz, c'est prétentieux, mais tant pis, je m'en fiche. J'essaie de dire des choses en première fois. J'essaie que ce que je dis, c'est la première fois que ça se dit. Bon, comme ça. Ça s'est déjà dit, hein. Ça s'est déjà dit 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Mais la façon dont je le dis, je souhaite que ce soit dit avec un petit quelque chose qui fait que c'est la première fois. Et dans ce petit trait de la première fois, c'est là que je mets mon intervention. C'est-à-dire, c'est pas dans le grand baratin que je peux faire sur je sais pas qui, sur Aristote, sur Kant, etc. Tout le monde le connaît. Bon, mais une petite différence, une petite citation fausse, elle me sert à faire passer ce que je crois, parce que moi je n'ai pas été averti par le Saint-Esprit, hein. Il y a eu la Pentecôte, mais je n'ai pas été averti par le Saint-Esprit. Je ne sais pas plus que vous ce que c'est que la philo. Je conjecture que ce que je fais, il n'est pas insensé de le qualifier du nom de philosophie. Bon, mais c'est tout. C'est sous conjecture et sous réserve. Que personne ne viendra, évidemment, jamais personne ne viendra ici me dire que c'est pas de la philo, personne ne le sait. Bon, personne ne le sait. Donc, et pourtant, alors, sauf quand on appartient à une doctrine. Mais je déteste les doctrines. Je déteste ça. Je ne peux pas le supporter. Ça me rend fou. Immédiatement, je me rue dans les brancards et je m'en vais. Bon, je ne peux pas. Bon, alors, ça c'est ma première réponse. Entre les auditeurs, il y a un pacte. Bon, pourquoi bon, mais peut-être que s'il y a encore des années qui viennent, je recommencerai cette expérience plus souvent. C'est pas plus souvent, c'est la première fois. Bon, parce que c'est maintenant que je comprends mieux ce que je fais. Je le comprenais moins bien il y a 30 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, je croyais que j'étais un prof. Mais maintenant, je comprends que je ne suis qu'un frayeur d'axe.
Je fraye, et puis vous reprenez, et à votre façon, mais c'est vraiment à votre façon, les uns vont dessiner, les autres vont faire de la musique, les autres vont faire du théâtre, les autres, etc. Bon, mais il y aura quelque chose qui sera métabolisé de ce que j'ai raconté. Votre deuxième question? C'est par rapport à l'improvisation. Oui. La première fois, quand je venais, j'avais l'impression d'entendre un jazzman. Partir dans tous les sens, retomber sur vos pieds. Oui. Donc une fois, je vous avais posé la question, je me suis dit, putain, c'est un jazzman, quoi. J'entends pas le mot, hein. Jazzman. Jazzman, d'accord. Donc pour moi, c'est le pied de un génie, quoi. Mais au niveau partir dans tous les sens, et tomber sur les pieds. Alors je me dis, comment il fait? Donc je vous avais déjà posé la première fois, et puis à chaque fois, je dis, je vous demande encore, vous improvisez ou pas? Parce que j'improvise sur du très préparé. Voilà. J'improvise sur tout ça. Vous voyez, il y a 4 couches de travail là. Il y a les feuilles, il y a les demi-feuilles, il y a le rouge en mince, il y a le rouge en gras. Parfois il y a du bleu. Bon. Et chaque fois, c'est une étape dans le frayage. Et donc, quand je vois du bleu, je sais qu'il faut que je m'arrête un peu là. Et puis j'ai des sigles pour m'indiquer qu'il faut passer, bon, passer, ou insister, ou donner un exemple. Bon, mais tout ça, c'est le métier de... Bon, mais j'improvise sur du très préparé. Vous savez que la préparation me prend... le mardi, je ne fais rien. Le mardi, je ne fais rien d'intellectuel. Je vais acheter des produits d'entretien, des choses comme ça. Hein. Il faut vivre. Hein. Je vis aussi. Hein. Bon. Bon, je vis pas assez au sens de certains. Je ne fais pas assez de produits pour... mais le mercredi... il y a une chose qui est vitale pour moi, c'est de penser tous les jours à ce frayage. Tous les jours, je le réactive en moi. Tous les jours, je me dis comment se passe le rapport que je mets entre un mot qui peut devenir vide, immédiatement vide, être, quelle barbe, un cours sur l'être. Vous y allez, vous? L'être et l'essence. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ce sont des entités, tout ça. Bon, et pourtant c'est un mot qui a une importance parce que il a tout porté. Aristote dit c'est le mot le plus riche parce que on peut dire de tout qu'il est, même le non-être il est. Bon, et par conséquent il est le porteur de toutes les différences. Et donc de façon énergétique, il est le plus puissant. C'est pourquoi j'avais pu, énergétiquement, il est le plus puissant. C'est pourquoi je citais quasiment les dernières lignes de Valéry. Il va mourir une semaine plus tard. Mon premier essai, Psy, fut une idée du fini. C'est drôle de dire ça. Il est complètement... Bon, vous voyez l'écriture après. Le lendemain ou le surlendemain, c'est plus rien. Bon. Mon premier essai, Psy, fut une idée du fini. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous le dire, hein, qui devint un point de vue énergétique, c'est-à-dire c'est à partir de ce point-là que j'ai concentré. Vous savez que le mot énergie est majeur chez lui. Il est majeur. Et alors, je ne sais pas comment il le... On va rentrer là-dedans. Il le définit de multiples façons, l'énergie. Moi, je ne vais pas définir l'énergie, je dis que c'est ce à partir de quoi il y a la pluralité des différences. Il n'y aurait pas le ciel et la terre, cette différence-là, s'il n'y avait pas d'énergie. Bon, autrement dit, pour qu'il y ait quelque part de l'énergie et pas de l'indifférencié, qu'il y ait de la différence et pas de l'indifférencié, il faut de l'énergie. Bon, les significations, elles sont finies. Elles sont finies, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire porter aux significations trop de significations, sinon c'est l'ambivalence. Bon, et si vous faites porter qu'une seule signification, vous en faites une espèce de comment je dirais, comment on pourrait dire ça, pas un totem, mais vous savez, quand une signification n'a qu'une signification.
fétiche. De fétiche. Oui, tout à fait. Moi, je suis très content que monsieur ait parlé de jazz. C'est parce que j'ai noté Charlie Parker et bon, c'est pas faire un rapprochement bêta, hein. Ne parlez pas de faire des rapprochements bêta, mais le style de séminaire, dans les reprises, les variations, les répétitions, la cassure. Monsieur a parlé d'improvisation aussi, mais ça voulait dire ça, une parole qui s'élève, hein, qui monte, qui redescend, qui reprend, etc. Il y a sans doute une comparaison, même qu'elle soit métaphorique, avec le jazz, qui est magnifique. En plus, le séminaire deviendrait pas tout à fait les musiciens, mais alors on serait dans cette atmosphère, si on pouvait enfumer des clubs de jazz des années 50. Et toi, tu serais Charlie Parker. Ça serait beau. Je me souviens d'une petite phrase de Miles Davis. Oui. Il disait, comme ça, qu'il faut énormément de discipline pour pouvoir se permettre un petit degré d'aléatoire. Et il disait à son copain Coltrane ne jouait pas n'importe quoi. Ouais. L'autre improvisait, mais un peu trop librement. Oui. Oui, je vous entends très bien. Là, mais il y a ça. Moi, il y a les deux choses. C'est l'improvisation qui est appuyée sur un travail constant pour laisser actif. Ça meurt tout de suite. C'est terrible, ça meurt tout de suite. Si on ne l'active pas, ça meurt tout de suite. Ça se stérilise et ça devient une notion. Ça devient la notion de je sais pas quoi, moi, la notion de Dieu, ça devient une notion, alors les notions, bon. Mais si on veut que ce ne soit pas une notion, il faut l'activer. Et ce qui m'a occupé, qui m'occupe, c'est d'aggraver en vous un frayage qui est déjà là. Sinon il est déjà là, le frayage. Mais il est orienté autrement, ou déjà comme ça, vers une façon de rendre plus intense la tension entre l'énergie et la signification. Il faut que ce soit plus intense, il faut pas que ce soit trop ajusté. Bon, c'est pour ça qu'il faut de l'aporie. Il faut qu'il y ait, des fois ça passe pas. Il faut qu'il y ait des fois où ça fasse symptôme et où il faut qu'il y ait des phrases vides. C'est pourquoi moi je défie n'importe qui de me dire qu'il a tout compris dans la critique de la raison pure, par exemple. C'est pas vrai. Les œuvres de philosophie sont telles qu'il y a des choses on ne comprend pas. On ne comprend pas. Je ne comprends pas. J'ai beau avoir passé 40 ans dessus. Bon, alors, il y en a qui... Bon, il y a tout le monde... Il y a des façons de se débrouiller. Mais comprendre vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est compris dans la notion de la philo qu'il y a quelque chose qui échappe. Et c'est là ça... Qui parlait de sa méchanceté, là? C'était vous, Alessandro, hein, de la méchanceté de la philo. Elle est méchante, c'est pas une brave fille, hein. À nous deux, la philo, ça veut dire qu'elle se dérobe et elle a une tentation de se parer de mots tout faits. Il faut défaire les mots tout faits pour toucher le vif. Elle veut pas rester à vif. Elle veut être sous couvert de la protection doctrinale. Bon. Je crois qu'il faut que nous arrêtions parce que nous n'avons pas fait mais enfin nous avons parlé. C'est très bien. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite merci de votre présence. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et en principe, si tout va, je reprendrai des séances le lundi 5 janvier 2016. Ce sera l'an prochain. Voilà. Et merci encore de vos interventions. Merci à vous.